Bonjour tout le monde et bienvenue dans le 5e épisode du podcast Under the Crown. Je commence à m'habituer à dire ça, c'est bon signe. On en est déjà au 5e épisode, si on peut dire ça comme ça me fait toujours bizarre de dire épisode. Mais bon, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne les podcasts, il faut que je m'y fasse. Enfin bref, aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'identité visuelle. Je pense que c'est important d'aborder ce thème-là parce que, à titre personnel, en tout cas dans mon business à moi, l'identité visuelle c'est vraiment une composante très très importante de mon branding. Souvent j'ai des retours de personnes, et vous allez peut-être vous reconnaître quand je dis ça, de personnes qui me disent que ce qu'ils ont retenu en premier chez moi justement c'est ce bordeaux super pétant qu'ils ont vu, et c'est comme ça qu'ils m'ont retrouvé beaucoup plus facilement. Et j'avais envie de vous en parler parce que il y a une joke comme ça, une private joke que j'aime bien dire, c'est que je trouve que tous les blogs se ressemblent vraiment beaucoup, et notamment surtout au niveau des blogs web marketing. Alors ne vous fâchez pas si vous vous sentez concerné, c'est vraiment une petite blague, hein. J'ai l'impression que la majorité des blogs business sont tous bleus, et du coup j'aime bien faire cette blague là, et je me rends compte que mine de rien c'est quand même un problème cette histoire de blog bleu. Alors je dis blog bleu, mais blog bleu en général c'est pour les garçons, et quand on est dans dans l'entrepreneuriat au féminin on est sur du rose pâle en général. Enfin bref. Je vais me faire plein d'ennemis avec cette phrase-là, mais c'est juste pour vous faire comprendre que l'identité visuelle, c'est très très important, parce que moi je vois plein de gens comme ça qui se lancent, que ce soit dans le web marketing ou dans n'importe quelle autre thématique, hein, et qui prennent des couleurs, qui prennent un logo, des visuels, grossièrement dit, qui sont des visuels vus et revus dans leur thématique, et du coup à cause de ça, on ressort pas de la masse en fait. Forcément, si là vous êtes dans la logique de créer un blog par exemple sur l'entrepreneuriat féminin et que l'une des composantes principales de votre charte graphique c'est le rose pâle, ça vous fout un petit peu dans la masse, parce qu'il y a beaucoup de blogs sur ce sujet-là qui ont adopté ces couleurs-là, et du coup c'est beaucoup plus difficile de vous différencier des autres. Et je trouve ça tellement dommage, parce que on a moyen de créer sa propre identité visuelle, on a un moyen d'être remarquable du premier coup d'œil et de pas faire forcément un choix logique dans les couleurs, dans notre logo, etc. Donc j'avais envie de partager avec vous dans ce podcast quelques petits conseils pour vous aider à vous démarquer visuellement, pour que au premier coup d'œil on sache que c'est vous, on sache que vous n'êtes pas comme les autres, et que du coup vous vous démarquiez de la masse, je vais y arriver, c'est ça le mot, que vous démarquiez de vos concurrents justement en ayant une identité visuelle qu'on n'a pas l'habitude de voir partout et qui vous rend du coup unique. Grossièrement dit, c'est un peu ça l'idée, hein. Donc je suis allée peut-être un petit peu vite en disant ça, parce que je sais que peut-être que certains d'entre vous ne savent pas du tout ce que ça veut dire l'identité visuelle. Moi quand je parle d'identité visuelle, je parle de tout ce qui compose visuellement votre marque, que ce soit une marque telle que Coca-Cola par exemple, ou une petite marque de micro-entrepreneur comme Wonder Whale Queen. C'est ce qui va composer du coup votre charte graphique, vos couleurs, votre logo, les polices que vous allez utiliser, les styles visuels que vous allez prendre, l'univers qui va entourer un petit peu tout ça. Donc voilà pour la définition. Et ici du coup je vais vous donner des conseils pour justement faire en sorte que votre identité visuelle elle soit remarquable du premier coup d'œil, qu'elle soit unique, et que vous vous démarquiez des concurrents justement. Du coup j'en profite pour vous le dire, si jamais vous êtes totalement nouveau dans cet univers là de l'identité visuelle, que le graphisme c'est clairement pas votre tasse de thé, vous y connaissez rien du tout, ou vous sentez que là par rapport à ce que j'ai dit vous avez envie de refaire votre charte graphique et vous avez envie de tout reprendre sans pour autant faire appel à un graphiste, hein, parce qu'un graphiste c'est quand même un certain coût, on va pas se le cacher. Il faut savoir que sur mon blog j'ai justement une formation qui s'appelle Kaléidoscope, où je vous explique pas à pas comment construire votre charte graphique, et vous pouvez y arriver même en partant de zéro, même en n'ayant aucun graphiste. Donc si ça vous intéresse, je vous aurais laissé ça en barre de description. Et du coup, moi je vais attaquer avec les petits conseils que j'avais à vous donner par rapport à cette histoire d'identité visuelle. Alors j'ai 5 conseils, et vous allez voir que c'est des conseils qui coulent de source en fait finalement. Comme tous les conseils que je donne, faut que j'arrête de dire ça. C'est-à-dire que quand vous allez les entendre, vous allez vous dire mais oui, pourquoi j'y ai pas pensé avant. Et c'est pas grave, hein, vraiment. On peut pas tout savoir, et il y a des évidences comme ça parfois qu'on remarque pas parce que c'est pas notre domaine de prédilection. En tant qu'entrepreneur, on doit endosser déjà pas mal de casquettes comme ça. Il y a aucune honte, il y a aucun mal à ne pas avoir la casquette de graphiste à côté, c'est normal. Moi-même, j'ai pas fait d'études en graphisme, hein. Ce que je vous dis là, c'est basé sur mon expérience, sur ce que je connais d'internet et ce que j'ai pu remarquer qui fonctionnait chez moi et aussi chez mes clients. Donc je vous laisse vous faire votre propre avis à ce niveau-là, et je vais vous donner du coup quelques conseils pour avoir une charte graphique qui vous permet d'être identifiable immédiatement, une charte graphique qui va vous permettre à la fois d'avoir un blog, un site, une
une chaîne YouTube qui vous plaise visuellement parlant, mais qui soit aussi tout de suite identifiable. Donc on parlait de couleurs au début de ce podcast, ça tombe bien parce que mon premier conseil c'est de ne jamais choisir une couleur qui vous paraisse logique dans votre thématique. Je vous donne un exemple. Donc tout à l'heure je parlais au niveau du web marketing du fait que les gens choisissaient le bleu ou le rose quand on est dans l'entrepreneuriat au féminin. C'est des couleurs qui sont logiques en fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas de mal finalement à avoir choisi ces couleurs-là parce que le bleu ça représente la confiance en général et forcément quand on est dans le web marketing, on a tendance à vouloir mettre en avant cette confiance, on a envie de créer un lien de confiance, donc on va plus facilement se tourner vers cette couleur-là, qui est aussi la couleur de l'autorité, etc. Enfin bref, je vais pas rentrer dans le détail de toutes les significations de toutes les couleurs, c'est dans Kaléidoscope si ça vous intéresse, mais bon, pour que vous compreniez que là c'était vraiment un choix logique. Pareil, pour l'entrepreneuriat au féminin, vu qu'on est sur une thématique féminine, on va avoir tendance à se tourner tout de suite vers du rose. Il n'y a pas de mal à ça, encore une fois, hein, vous pouvez très bien choisir du rose dans votre charte graphique, c'est pas un problème. Il va falloir juste le renforcer un petit peu plus après, mais si jamais vous créez votre charte graphique à partir de zéro, moi je vous conseillerais de choisir une couleur à laquelle on ne s'attend pas dans ce genre de thématique, à laquelle on n'est pas vraiment habitué. Un autre exemple là qui me vient en tête, c'est par exemple si vous lancez un blog sur toute la thématique bio, écologie, etc. Choisir du vert, par exemple, c'est tellement logique en fait que tous les blogs qui vont être sur ce sujet-là vont eux aussi plus ou moins naturellement se tourner là-dessus. L'un des meilleurs moyens de vous différencier, c'est de ne pas prendre ces choix évidents et d'aller à l'opposé en fait de ce qu'on attend de vous. Moi, à titre personnel, j'ai choisi le bordeaux et le noir. Ça a quand même un sens, je trouve, dans ma thématique, surtout par rapport à mon branding de queen, etc. Mais c'est pas une couleur à laquelle on est habitué dans ce milieu-là, c'est pas la couleur logique à laquelle on va penser en premier. Quand on dit web marketing, on pense pas tout de suite Bordeaux, quoi. Et ça, c'est quelque chose de fort, parce que du coup, quand on me voit dans cette thématique-là, ça me fait ressortir au milieu de la masse. N'ayez pas peur de faire des choix audacieux, et en choisissant cette couleur principale, si je puis dire, bien sûr, vous choisissez pas qu'une seule couleur, hein, mais il y a toujours une couleur qui ressort plus qu'une autre dans un thème graphique comme ça. Choisissez une couleur en fait qui vous représente. Pour moi c'est ça le meilleur des choix, surtout si vous avez un business qui est comme moi assez personnel, qui parle de votre expérience, qui vous met vous en avant. Choisissez une couleur qui vous représente, qui a du caractère et qui a du sens pour vous. Par exemple, je vous disais que moi, mes couleurs principales, du coup, c'est bordeaux et noir. Pourquoi bordeaux et noir ? C'est simple, je m'habille toujours en bordeaux et en noir. En fait, j'ai quasiment pas de vêtements d'autres couleurs. C'est vraiment les couleurs que je préfère. Et du coup, naturellement, je me suis tournée vers les couleurs que j'aimais le plus. Parce que c'est important aussi de choisir quelque chose qui me plaise en priorité à moi. Parce que c'est moi la personne qui va voir le plus souvent cette charte graphique. C'est moi qui vais le plus souvent être sur mon blog à bidouiller des trucs. C'est moi qui vais, avec Milady, créer des visuels, etc. Du coup, j'ai choisi une couleur qui me plaît à moi parce que c'est mon business, mais aussi une couleur qui me représente aussi finalement parce que maintenant, et c'est très facile de faire cette association-là quand on commence à me connaître et quand on me suit depuis un moment, quand on voit du bordeaux, en général, on m'envoie tout le temps une photo en me disant « Ah, j'ai trouvé un truc couleur Wonder Whale Queen ». Donc, c'est pour ça que c'est important de choisir une couleur qui vous plaise à vous, qui vous représente si possible, et surtout une couleur qui est à l'opposé de ce qu'on a l'habitude de voir dans votre thématique parce que le problème, c'est qu'après, tout le monde se ressemble. Bien sûr, au niveau de comment accorder les couleurs, etc. Je vous l'ai dit, moi je m'habille en bordeaux et en noir. Du coup, au niveau accordage des couleurs, très sincèrement, c'est pas mon point fort. Si jamais, comme moi, vous avez des faiblesses à ce niveau-là, alors n'hésitez pas à vous inspirer de Pinterest, tout simplement. Sur Pinterest, d'ailleurs, j'ai créé un tableau là-dessus que je vous mettrai en description également. Sur Pinterest, vous pouvez très facilement trouver des palettes de couleurs qui vont bien ensemble et vous en inspirer pour créer une identité visuelle originale avec des jolies couleurs qui vont bien ensemble et qui vous plaisent surtout. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec cet exercice-là, allez sur Pinterest et inspirez-vous de ce que vous trouverez là-bas. Aussi, un dernier truc là-dessus, bien entendu, si vous voulez vous démarquer de la concurrence, le truc le plus évident, ça va être de quand même jeter un coup d'œil à ce que fait la concurrence afin de prendre votre choix définitif. Moins on pourra vous confondre avec quelqu'un et mieux ce sera, donc jetez quand même un coup d'œil à la charte graphique de vos concurrents, regardez un petit peu ce qu'ils font pour justement essayer de prendre le choix le plus à l'opposé de ce qu'ils choisissent habituellement pour vous démarquer. Mon deuxième conseil, ça va être de choisir un univers visuel bien précis. Il faut savoir qu'une identité visuelle, à mon sens en tout cas, c'est pas juste un logo, des couleurs et des typographies. C'est beaucoup plus profond que ça. Moi, dans mon identité visuelle, j'ai intégré, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, des codes royaux, entre guillemets. Vu que mon site, c'est Wonder Whale Queen, forcément, le choix le plus logique que j'ai fait par rapport à ça, c'est d'intégrer des petits codes par rapport à la royauté. Donc vous voyez souvent des petites couronnes à gauche à droite, des fleurs de
fleur-de-lys, ce genre de codes un petit peu royaux. D'ailleurs, le bordeaux, c'est aussi une couleur qui représente la royauté. Enfin bref, plus vous allez intégrer des petits symboles en rapport avec un univers qui est cohérent avec vous, et plus ce sera facile justement de faire ressortir ce caractère visuel, ce branding en fait. Comme je vous le disais, dans mon cas, il y a vraiment toute cette thématique de la reine. Je mets des petits châteaux, des petites couronnes, des symboles royaux en fait qui vont venir appuyer d'autant plus mon pseudo, qui vont venir appuyer d'autant plus ma charte graphique et qui vont du coup donner du vrai caractère. On n'est pas juste sur du bordeaux là, on est sur du bordeaux avec des couronnes partout, des châteaux et en veux-tu en voilà, etc. Et ça, encore une fois, ça m'a permis de me construire une identité visuellement et ça permet aussi que quand on tombe sur mon site ou quand on tombe sur l'un de mes visuels, on sait tout de suite que c'est moi parce qu'il y a le bordeaux, il y a les codes royaux et tout de suite on sait que c'est Wonderwell Queen, tout simplement. Il y a toutes sortes d'univers comme ça que vous pouvez choisir, par exemple l'univers de l'espace, l'univers des... J'allais dire l'univers des toilettes, mais pas du tout. L'univers des planètes, quoique l'univers des toilettes, vous pouvez tester, pour le coup ce sera original. Voilà, l'univers, j'en sais rien, des vêtements, des paillettes, j'ai vraiment pas d'inspiration là-dessus, mais vous pouvez trouver plein d'univers comme ça et intégrer des petits symboles en fait qui viennent rappeler tout ça. À nouveau, je vous conseille vraiment de pas choisir quelque chose au pif non plus, hein. Essayez de rester original et de pas prendre quelque chose qui va de soi avec votre activité. Si par exemple vous êtes rédacteur web, vous avez un site de rédacteur web, ne commencez pas à mettre des plumes ou des machines à écrire partout parce que c'est vu et revu encore une fois. Essayez de prendre quelque chose d'original mais que vous pouvez imbriquer dans ce contexte-là. Essayez de trouver des symboles auxquels vous pouvez donner un sens. Ça aussi c'est puissant parce que encore une fois, comme je vous l'ai dit, moi j'ai pas pris le symbole royal au pif, c'était parce que c'était mon pseudo à la base et ça allait de pair avec mon pseudo. Donc il y avait quand même une cohérence entre mon univers visuel et mon titre et mon URL, le nom de mon blog, etc., etc. Donc essayez de trouver quelque chose qui est à la fois original, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans votre thématique, mais qui a quand même un sens par rapport à votre nom de chaîne, de blog ou autre, ou encore une fois qui a du sens tout simplement par rapport à vous et que vous pouvez expliquer assez facilement. Même si c'est très métaphorique, il faut simplement que vous ayez quelque chose pour expliquer ça, que quand on vous dise « Ah mais pourquoi il y a des planètes partout sur ton blog ?» vous disiez pas « Ah bah je trouvais ça joli », mais que ça ait du sens un petit peu avec votre thématique. Bien sûr, encore une fois, là ici je vous donne les conseils bruts de décoffrage, si on peut dire ça comme ça, mais à vous de l'adapter. Si vous aimez vraiment les planètes, vous empêchez pas de les choisir, encore plus si on n'a pas l'habitude de voir ça dans votre thématique à vous, mais c'est toujours mieux qu'il y ait une ligne directive, qu'il y ait une raison d'utiliser ça derrière. Plus votre univers visuel il aura du sens, même métaphoriquement encore une fois, et plus votre identité visuelle elle aura du caractère, plus elle sera puissante et plus elle va s'imbriquer dans la tête de vos lecteurs, de vos abonnés, de vos clients. Mon troisième conseil, il concerne les typographies. À nouveau, ne choisissez pas des typographies fades. Qu'est-ce que j'entends par typographie fade ? On a tous des polices par défaut comme ça installées sur le blog ou même sur Canva, etc. Et moi-même, quand je me suis lancée, j'ai pris une police un peu au pifomètre là-dessus. C'est pas un bon plan de faire ça parce que c'est des polices auxquelles tout le monde a accès en fait. Du coup, tout le monde est susceptible de les utiliser. Et moi, j'ai changé justement il y a peu de temps de typographie parce que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup trop de personnes qui utilisaient cette typo-là et que ça me représentait pas moi directement. Du coup, j'ai changé et j'ai pris autre chose pour trouver en fait des polices qui avaient un petit peu plus de caractère, avec un peu plus de caractéristiques, un petit peu plus identifiables, quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir partout pour reconstruire mon identité visuelle autour de ça. Alors là, au moment où je vous parle, je pense qu'à la fin, j'aurais quand même mis ma vieille intro, mais c'est en cours de modification, si on peut dire ça comme ça. La flemme, vous connaissez. Bref, quoi qu'il en soit, j'ai choisi du coup pour cette nouvelle identité visuelle des polices qu'on n'a pas encore une fois l'habitude de voir dans mon milieu et qui me permettent de me différencier tout de suite. Attention quand même, je tiens à faire une mise en garde à ce niveau-là. Il y a de très jolies polices, dont celles que j'ai choisies justement, qui peuvent parfois être malheureusement assez illisibles. Évitez au maximum de prendre des polices qui sont illisibles. Il faut vraiment trouver l'équilibre entre quelque chose qui a du caractère, mais quelque chose aussi qu'on peut lire sans avoir besoin de le déchiffrer. Si jamais comme moi vous pouvez pas résister, vous en avez trouvé une magnifique et vous voulez pas vous en passer, vous pouvez quand même la prendre, mais faites attention à l'utiliser vraiment par petites touches. Ça doit pas être l'une de vos polices principales, ça doit être vraiment une police que vous utilisez de temps
temps en temps là où ça passe bien, mais sans plus. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on néglige beaucoup quand on est un petit peu débutant, un petit peu, voilà, qu'on connaît pas bien l'univers du graphisme. On prend des polices qui sont très jolies, hein, mais qui sont complètement illisibles et malheureusement, pour de la communication, pour faire connaître vos offres, pour faire connaître vos produits, pour faire connaître même vos articles, vos vidéos, si le texte est illisible, il n'y a personne qui va faire l'effort de déchiffrer ce qui est écrit. Alors faites attention à ça, choisissez une police qui fait la différence, mais une police qui est lisible avant tout. Parce que si jamais les gens doivent faire un effort pour vous lire, ils vont pas vous lire, hein, tout simplement. Et comme je le disais, ne prenez pas une police par défaut. Essayez de creuser un petit peu, essayez de chercher un petit peu à gauche, à droite, des polices qui peuvent changer un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. N'hésitez pas non plus à acheter carrément une licence pour une police. Il y a plusieurs sites qui proposent ça. Vous avez notamment le site Dafont qui me vient en tête, qui propose pas mal de polices. Alors attention pour celles qui ont... certaines sont gratuites à 100% et d'autres sont sous licence commerciale, donc faut regarder, c'est écrit un petit peu partout sur le site, je vous mettrai le lien dans la barre de description bien sûr, mais n'ayez pas peur d'en acheter une, parce que en plus si vous achetez une police, ça garantit qu'il y a très peu de gens hormis vous qui vont utiliser cette police là, donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant pour se démarquer visuellement, encore une fois. Là, je parle au singulier, je dis choisissez une police, mais bien entendu, une charte graphique, ça suffit pas d'avoir juste une police. Dans l'idéal, pour moi, il en faut quand même 3. Surtout quand on tient un blog ou ce genre de choses. Une police de titre, une police pour les sous-titres et une police de corps de texte. Également une police d'appel à l'action, éventuellement. Mais il faut plusieurs polices, quoi qu'il en soit, et il faut qu'elles aillent bien ensemble aussi, parce que si vous prenez des polices qui s'accordent pas du tout entre elles, ça va faire très très bizarre. D'ailleurs, j'en profite pour dire que si ça vous intéresse, dans la formation Kaléidoscope dont je parlais au début du podcast, j'ai justement tout un module qui est dédié au choix des typographies pour vous donner des conseils pour bien les harmoniser et pour bien les choisir. Donc encore une fois, c'est en barre de description si ça vous intéresse. Et on va passer du coup au 4e conseil, et ce 4e conseil, il rejoint cette idée de si jamais vous choisissez une police qui est originale mais qui est illisible, de l'utiliser par touche, puisque ce conseil, c'est de ne jamais faire l'erreur de tomber dans le too much. Qu'est-ce que j'appelle le too much ? C'est le fait d'en mettre trop partout. Vous connaissez l'adage, less is more. Plus vous serez minimaliste et mieux ce sera. Dans le doute, restez toujours sur quelque chose de simple, parce que le problème quand on est dans l'euphorie de faire sa charte graphique, c'est qu'on en met partout. Et je plaide coupable là-dessus. Moi aussi, quand j'ai commencé à faire mes chartes graphiques, j'avais tendance à en mettre partout, et ça c'est une erreur, parce que le problème c'est que ça divertit complètement les personnes qui tombent sur le site. On regarde à gauche, on regarde à droite, on sait plus quels sont les éléments importants ou pas. Autant je pense que vous pouvez vous permettre d'insister, de rajouter plein de détails autour de votre symbolique, autour de votre univers, autant je pense qu'il faut faire quand même attention à faire quelque chose de relativement simple, à pas trop abuser des couleurs, à pas trop abuser de tout. En fait, le mot-clé ici c'est vraiment parcimonie, et votre identité visuelle, elle doit être claire en fait. On doit vous reconnaître facilement avec un minimum d'éléments qui sont dans un ensemble cohérent. Quelle jolie phrase. Mais c'est un peu ça l'idée, vraiment. Plus on va vous reconnaître facilement avec des petits éléments, et plus votre identité visuelle, elle sera forte. En aucun cas, le fait de rajouter encore des choses, ça rend une identité visuelle meilleure, bien au contraire. N'ayez jamais peur d'en retirer. S'il y a trop de détails, s'il y a trop d'éléments, on aura un peu un aspect que j'appelle moi l'aspect multicolore, mais ça concerne pas que les couleurs, on peut dire l'aspect too much, et le truc c'est qu'on va se perdre là-dedans. Donc en cas de doute, gardez ça en tête, restez minimaliste, vaut mieux être trop simple que trop compliqué, si on peut dire ça comme ça. Autre chose aussi, et ce sera mon 5e conseil, et là il concerne surtout ceux d'entre vous qui créent leur charte graphique tout seuls dans leur coin. Prenez l'avis des autres avec des pincettes. Alors ce que je dis ici, c'est pas qu'il faut jamais demander l'avis des autres, Bien au contraire. Je pense que parfois, et souvent quand on est sur de gros stages comme ça, on est en train de faire une identité visuelle, on a besoin d'un retour extérieur parce qu'on a tellement le nez dedans qu'on n'arrive pas à prendre du recul sur ce qu'on a fait. C'est comme ça pour le design, etc. Moi, systématiquement, je demande toujours l'avis à 2-3 personnes pour me faire une opinion de ce qu'ils pensent et de ce que je pourrais changer ou pas. Donc, demandez l'avis des gens, mais prenez cet avis avec des pincettes. Ne basez pas toute votre charte graphique sur ce que pensent les gens. Je vais vous dire pourquoi. La beauté est subjective. On part dans le philosophique là. C'est-à-dire que y a des gens qui vont trouver que mon identité visuelle est magnifique, qu'elle est merveilleuse, que la Terre n'a jamais connu plus grande beauté.
Levez la main si vous êtes coupable. Bref, il y a des gens qui vont trouver ça génial et d'autres qui vont trouver ça nul en fait, qui vont pas aimer du tout, qui vont trouver ça atroce, etc. C'est vraiment une question de goût personnel et il faut prendre ça en compte quand vous demandez l'avis des gens parce que des fois les gens vont dire ouais j'aime pas trop, je suis pas fan des couleurs et quelqu'un d'autre va vous dire complètement l'inverse. Donc vous êtes le cul entre deux chaises à vous dire ok qu'est-ce que je fais. Il faut que vous gardiez en tête que la personne qui va voir le plus souvent votre charte graphique, c'est pas vos lecteurs, c'est pas vos clients, c'est pas les personnes avec qui vous travaillez, c'est vous, c'est votre identité à vous. Donc gardez en tête qu'il faut que ça vous plaise à vous. Ça veut pas dire que la vie des autres n'a pas d'importance, hein. Je pense que, encore une fois, c'est très important d'avoir quelques personnes à qui vous pouvez demander leur opinion, mais prenez un certain recul par rapport à cette opinion. Ne faites pas bêtement tout ce qu'ils vous disent sans réfléchir. Prenez ce que vous trouvez pertinent et modifiez-le en conséquence. Et gardez en tête aussi quelque chose d'important, c'est que l'objectif d'une charte graphique, l'objectif d'une identité visuelle, surtout quand on est dans un délire d'entrepreneur, j'ai envie de dire, quand on est dans un délire d'entrepreneur, c'est pas que ce soit joli, c'est pas ça du tout l'objectif de votre charte graphique. L'objectif, c'est que ce soit identifiable. L'objectif, c'est que quand on le voit, on se dise, bah oui, ça c'est telle personne, ça c'est tel blog, c'est personne d'autre. C'est ça, en fait, l'importance d'avoir une bonne charte graphique originale, une charte graphique avec des éléments qui vous définissent tout simplement et qui permettent aux gens de faire la différence entre vous et vos concurrents. Tant que vous respectez ça, on s'en fout complètement que ce soit joli. Vous pourriez même faire quelque chose de moche que tout le monde s'en foutrait du moment que c'est identifiable. C'est ça qui est vraiment important. Donc quand vous prenez l'avis des autres et que quelqu'un vous dit ouais c'est pas beau, ouais j'aime pas cette couleur, prenez ce recul-là en vous disant mais de toute façon l'objectif c'est pas que ce soit joli, l'objectif c'est qu'on me reconnaisse. Le fait que ce soit joli c'est un plus ni moins. À nouveau, la seule personne qui va voir votre charte graphique à outrance, ce sera vous. Donc gardez en tête que s'il y a une seule personne sur Terre qui doit trouver ça joli, c'est vous et personne d'autre. Donc voilà pour mes 5 conseils. Ce podcast était assez court, mais j'ai voulu aller droit au but parce que j'ai conscience que tout ce qui tourne autour de l'identité visuelle, c'est un petit peu complexe pour certains d'entre vous. C'est peut-être pas forcément votre zone de confort, hein, qu'on se le dise. Comme je le disais au début, en tant qu'entrepreneur, on a tellement de casquettes à endosser que c'est pas étonnant qu'une grande partie d'entre nous ait complètement négligé cet aspect visuel. Donc si jamais vous ne savez pas du tout comment vous y prendre et si jamais par rapport à ce que j'ai dit, vous vous rendez compte qu'il y a des modifications à faire dans votre charte graphique, n'oubliez pas qu'il y a la formation Kaleidoscope qui vous montre comment faire tout ça point par point. Je vous ai également mis du coup le lien du tableau Pinterest où j'ai répertorié toutes les palettes de couleurs que je trouve jolies dans la barre de description également, ainsi que le site d'Afont où vous pouvez trouver des polices, des typographies originales qui sont pas des polices vues et revues partout pour vous faire et vous construire votre propre identité à vous. J'aimerais que vous me disiez dans les commentaires ce que vous en pensez de cette histoire d'identité visuelle. Est-ce que vous considérez que c'est aussi important que ce que je suis en train de vous dire ? Parce que moi, j'ai le sentiment vraiment que mon identité visuelle, elle m'a énormément aidée depuis que je me suis lancée. Je compte plus le nombre de personnes qui m'ont dit « Mais oui, ça fait depuis un moment que j'ai vu passer ton blog et je m'en souviens à cause du Bordeaux, je m'en souviens à cause de la couronne, je m'en souviens à cause de tous ces petits repères visuels que j'ai glissés ici et là et qui font que quand on arrive sur mon blog, on n'a pas le sentiment d'être sur un énième blog qui ressemble à tous les autres sur le web marketing. On tombe sur quelque chose qui est pas pour autant complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Il y a quand même la structure blog, site classique, mais on a des couleurs qu'on n'a pas l'habitude de voir, on a des codes visuels qu'on n'a pas l'habitude de voir. Du coup, forcément, ça s'imprègne beaucoup plus dans l'esprit des gens. Moi, je pense vraiment que l'identité visuelle, c'est une composante essentielle du branding. On vous parle tout le temps de personal branding, etc. Pour moi, dans le personal branding, il y a cette partie identité visuelle, donc je pense vraiment que ça vaut la peine de s'y intéresser, et si on a les moyens, pourquoi pas. Je pense que ça vaut la peine de carrément voir avec un graphiste, ou au moins d'essayer de le faire par soi-même, parce que moi, en fait, j'ai jamais regretté de m'être lancée là-dessus. Pour vendredi, vous allez le voir, ma charte graphique, elle a beaucoup changé, et pour vendredi, je vous prépare une vidéo où justement, je vais vous montrer l'évolution de ma charte graphique, parce que les plus anciens d'entre vous s'en souviendront, au départ, j'étais pas du tout sur ce Bordeaux-là. Les premiers mois où j'ai lancé mon blog, j'étais sur un thème complètement différent, puis je suis passée au Bordeaux, puis il y a eu pas mal d'évolutions dans mon logo, dans mes typographies, dans tout ça, comme je vous le disais, donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment ça avait évolué et
pourquoi j'avais fait tel ou tel choix. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour vous rappeler que vendredi il y a une petite vidéo là-dessus qui sort. Moi du coup j'espère sincèrement que ce podcast vous aura aidé à y voir plus clair, qu'il vous aura motivé à vous créer une identité visuelle unique et à pas faire comme tout le monde, grossièrement dit. Je vais vous laisser là, je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus sur le blog ou sur la chaîne de Wonder Weight Queen.